On a, comme à chaque fois, des intervenants de qualité qui viennent nous rejoindre pour justement alimenter nos pensées, nos idées. On va travailler sur ces mots si importants que sont la fierté, l'engagement, l'optimisme nécessaire et peut-être intrinsèque à l'engagement. On va voir ça tout à l'heure avec Yves de Montbron. On va travailler sur la puissance d'un réseau aujourd'hui avec l'avantage des outils que nous avons entre les mains qui permettent au réseau de devenir exponentiel. Mais tout de suite, je vous propose de revenir sur quelque chose que nous avons déjà évoqué hier avec Philippe Delorme et Hervé de Kerdrel, la démarche prospective de l'enseignement catholique. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Nathalie Tretiakov, secrétaire générale adjointe de l'enseignement catholique. Venez, venez. Et Jocelyn Pinotto, qui est le tout nouveau, tout jeune président de l'Urogec Île-de-France. Oh, c'est faible, hein? Oh, c'est faible, on peut y aller. Voilà, merci, je vous en prie. Asseyez-vous. Et merci de vous livrer à cet exercice de ping-pong qui va nous permettre de développer. On a dit qu'on parlait d'énergie, hein, donc on y met un peu de sport, tout de suite, ça aide. Alors d'abord, Nathalie, vous allez nous aider juste peut-être rapidement à revenir sur cette démarche prospective dans laquelle vous êtes engagé depuis un certain nombre d'années, comme le disait Philippe hier, et surtout de partager avec vous comment vous voyez les OGEC dans ces axes. Nathalie. Alors on peut peut-être passer rapidement sur certains autres et s'attarder sur ce qui concerne peut-être particulièrement la gouvernance. Tout à fait. Alors, je démarrais par dire que je crois que les 4 axes concernent la gouvernance. En fait, on a 4 axes dans la démarche prospective qu'on a définie ensemble. On termine par l'axe 4 qui est effectivement sur repenser, renouveler la gouvernance et les modèles économiques. Mais je dirais que c'est à la fois la fin, enfin, je veux dire l'aboutissement des 3 premiers et en même temps le cœur. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut vivre, on ne peut le vivre que si on en a les moyens et l'organisation. En revanche, la manière dont on va le faire, tout ce qui se vit dans les 3 autres axes, et notamment dans le premier, qui est celui du projet, dit vraiment le sens de ce qu'on construit ensemble et sans doute la manière, c'est-à-dire le type de relation qu'on vit. Voilà, et dans laquelle, du coup, la place des OGEC et la relation que l'on vit tous ensemble est excessivement importante. D'accord, le projet, la substantifique moelle dont on parlait hier, ça c'est l'axe 1, le 2 et 3 rapidement. Alors le 2 c'est l'excellence éducative et pédagogique au service de tous, c'est important aujourd'hui, et puis le 3 c'est la carte des formations. C'est-à-dire quelle offre éducative, nouvelle, attractive, adaptée au contexte actuel nous mettons en œuvre. Voilà, donc pour tout ça, on a besoin d'une gouvernance qui se renouvelle, qui se conforte, voilà, parce qu'il y a des tas de choses qui existent, mais qui permettent de dire que nous allons bien servir les visées que nous portons. Et vous, la démarche vient, vous le disiez, c'est un travail de terrain, de remontée, de travail ensemble. Vous êtes en ce moment en démarche, mais vous vous inspirez déjà de l'existant ? Complètement. C'est-à-dire que la manière dont on est arrivé à la formulation des 4 axes et des programmes qui sont à l'intérieur des 4 axes est un travail de, Philippe le disait, 4 ans. C'est-à-dire qu'on est parti d'un diagnostic, on est parti d'abord d'une interrogation, on a donné la parole à tous. On est parti en commission permanente, pas le secrétariat général, mais bien la commission permanente qui représente l'ensemble des organismes de l'enseignement catholique. On est parti de ce que chacun avait à dire, de ce qu'il faisait et qui était sans doute à garder, de ce qui était sans doute à développer. Et de ce travail-là, on s'est mis ensuite au travail en région pour nourrir ces axes et pour arriver à définir justement les programmes que nous souhaitons prioritairement porter, à la fois en territoire et pour certains, d'un point de vue national, le national étant vraiment conçu comme quelque chose que nous portons tous ensemble. C'est-à-dire qu'il y a certains programmes qu'on va faire pour le compte de tous. Mais pour le compte de tous, ça peut être un UDOGEC, un UROGEC en lien avec les directions diocésaines d'un territoire. L'idée, c'est de se décaler, de se dire qu'il y a des choses qu'on porte de façon contextualisée
parce que c'est important ici, enfin, la Bretagne n'est pas Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Et en revanche, il y a des choses qui sont importantes à porter pour tout le monde, histoire qu'on chacun n'investisse pas, ne fasse pas tout, enfin qu'on fasse pas tous partout ce qu'on a, enfin la même chose, mais qu'on puisse se dire il y a des choses à explorer quelque part, et que ces choses explorées là, et comment on va les transférer et les proposer ailleurs. Est-ce que les membres des OGEC ont été associés? J'ai envie de dire oui. Alors, non, entre l'envie Alors, malheureusement, je ne vous connais pas tous. Je suis ravie d'être là et du coup de découvrir des visages et des réalités différentes. En tout cas, c'était notre volonté d'associer tout le monde, donc par le biais de la FNOGEC, évidemment, puisque nous travaillons ensemble au niveau national, et par le biais effectivement des UDO ou des URO. Et puis après, c'est toujours un peu la complexité de cette articulation entre... C'est-à-dire qu'un enseignement catholique, c'est un enseignement catholique national, forcément. On est tous au service du même projet, et le national ne doit jamais oublier aucune des réalités particulières. Voilà. Mais... vous êtes là en même temps, voilà. Nathalie. Vous êtes là. Vous êtes là justement pour partager, et on est dans cette histoire de binôme, enfin bon, voilà, de puissance, d'être au carré, parce que justement, on se rend bien compte que sans les uns, sans les autres, c'est beaucoup plus compliqué, et que voilà, la créativité, elle se nourrit et des contraintes financières sans doute, des contraintes éducatives, des contraintes de territoire. Et justement, on va entrer dans le, dans le concret, justement, pour qu'on cerne bien tout ça. On a beaucoup parlé avec Philippe Delorme et Hervé de Kerdrel hier de la mixité sociale, et en discutant avec Jocelyn, que Sylvie Picard a su convaincre d'être là en tant que nouveau président de l'Urogec Île-de-France, parce qu'on s'est dit, voilà, on a entendu les pistes qui commencent à se dessiner, les axes, comment se situent les OGEC par rapport à ça, par rapport à certaines de ces idées, et comment elles aussi, finalement, elles sont déjà entrées dans la danse, excusez-moi cette expression, mais pour reprendre une histoire de dynamique. Jocelyn, il y a des exemples qui existent, qui montrent que vous aussi, vous êtes associés pleinement. Avant de rentrer dans un exemple plus particulier, je rebondirais un peu sur les propos hier de notre président national Hervé de Kerdrel, et en discussion avec Philippe Delorme, secrétaire général. Les OGEC, je suis jeune président de l'Urogec Île-de-France, mais je suis président d'OGEC depuis quand même une douzaine d'années. Les OGEC ne sont pas la béquille de l'enseignement catholique. Nous avons toujours travaillé ensemble, et nous n'avons pas, je dirais, attendu la prospective, qui est l'axe 4 de l'enseignement catholique, pour avancer. Nous sommes tout à fait partants, bien entendu, et nous sommes partie prenante, ne serait-ce qu'au SNEC, de toutes les initiatives que le secrétariat général réalise. Dernièrement, on n'évoquera pas ce sujet, mais bien entendu, la mixité sociale est quelque chose d'important. Nous avons, je vais prendre des exemples, un exemple que je connais, puisque nous l'avons mené sur un des 8 diocèses dont fait partie l'Urogec Île-de-France, et a une particularité, c'est-à-dire que nous n'avons pas du DOGEC, nous sommes un Urogec avec 3 académies et 8 diocèses. Dans l'un de ces diocèses, nous avons, il y a quelques années, au moment du plan Réussite pour tous, créé déjà un peu cette mixité sociale, un peu beaucoup, je dirais. Il manquait dans notre diocèse, dans notre département, un établissement, plus particulièrement dans une ville, ceux qui connaissent un peu la structure parisienne, enfin Grand Paris, à Clichy, il manquait un établissement privé catholique. Et à la demande de l'évêque, le directeur diocésain s'est emparé du dossier, et en parfait accord, vous voyez, monsieur le maire, ça rejoint vos propos, avec votre collègue de la mairie de Clichy, nous a proposé un terrain, et nous avons pu réaliser un nouvel établissement dans un esprit de mixité sociale. Il fallait à ce moment-là réunir beaucoup de facteurs. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les présidents d'OGEC que vous êtes, que nous sommes, nous ne pouvons pas créer aussi facilement que cela un nouvel établissement. Nous sommes contraints, bien entendu, pour créer un nouvel établissement, d'avoir
les postes, d'avoir bien sûr les finances pour le créer, pour le construire, etc. Nous avons dû réunir tout cela. Donc comme c'était dans ce projet national de plan réussite pour tous, nous avons eu ces aides pour la création de postes. Nous avons eu l'aide de la mairie pour le terrain, un bail, etc. Mais ensuite, il a fallu passer beaucoup d'accords. Les accords entre nous, et là c'est l'OGEC qui intervient, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas créer un OGEC, mais on a dû demander à un autre établissement existant à côté, qui était à Levallois, qui soit en fait l'établissement référent et qui crée une annexe dans un autre établissement. Donc il fallait que le GEC donne son accord, parce que pendant un certain temps, 5 ans au moins, il allait porter un autre établissement et le gérer avant que cet établissement devienne indépendant. Nous avons ensuite eu tout un panel de rendez-vous, de contraintes financières. Tout le monde a mis, je dirais, un peu la main à la poche, que ce soit bien sûr la mairie en nous accordant ce terrain avec un bail amphithéotique agréable, mais également avec la Fondation Saint-Mathieu, qu'il ne faut surtout pas oublier, et chez nous également la Fondation Sainte-Geneviève, mais également les OGEC. Et je reviens aux OGEC parce qu'on a créé, dans ce diocèse, le 92, nous avons dû créer une contribution immobilière, et pendant 10 ans, chaque établissement, qu'il soit diocésain ou congréganiste, participe à hauteur d'un certain montant par élève pour rembourser le prêt qui a été réalisé. Donc c'était déjà la prospective, dans le sens qu'on créait un nouvel établissement, on réalisait de la mixité sociale, parce que le but actuellement est accompli, ça veut dire que cet établissement a ouvert en 2020, nous avons les élèves, c'est une école-collège simplement, avec une montée en puissance tous les ans, nous avons le nombre d'élèves, et nous avons surtout appliqué déjà la mixité sociale, puisque nous avons des tarifs, je dirais, si vous voulez, de contribution des familles qui vont de 385 € à 1700 €, quelque chose comme ça. Donc, on a déjà réalisé, on n'a pas attendu la prospective, je dirais, de l'enseignement catholique pour réaliser cette mixité sociale et ce développement qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, mes chers collègues, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la directrice diocésaine du 92 qui est dans la salle, Chantal Lesbarrières, qui vous en dira encore plus que moi. Ok, merci Jocelyn. Quand on discutait, alors d'abord, je tiens à dire que effectivement, vous représentez la région Île-de-France et qu'on aurait pu trouver bien sûr d'autres exemples et que nous avons fait l'amitié d'accepter de venir sur scène. C'est pour ça qu'on a là cet exemple-là tout à fait probant et un peu et totalement parisien, mais il y a pas, c'est comme ça, hein, c'est une région de France aussi. Quand on discutait ensemble, vous me disiez dans cette coopération, qui globalement, il y a eu quelques embûches, mais pas tant que ça, pas 30 grains de sable. Il y avait un personnage qui avait compté, c'était le curé. Je pense à ça parce que nous avons l'amitié de monsieur le curé de Saint-Malo qui est là. Vous disiez que ça avait énormément compté. Pourquoi ? Il était partant. Il était partant et il a été, je dirais, le curé de Clichy était demandeur. C'était, je crois que c'était celui qui mettait le plus d'huile dans le moteur. C'est lui qui poussait la mairie, qui relançait le directeur diocésain pour que ce projet se réalise. Vous voyez, ça me fait rebondir un peu sur nos établissements scolaires. Un jour, Philippe Delorme va sourire parce qu'il m'a déjà entendu le dire. Un jour, un évêque nous disait, le petit groupe que nous étions, en disant vous savez, l'enseignement catholique pour moi est très important car dans mon diocèse, le nombre d'élèves est de l'ordre de 50 000 élèves. Et le nombre, selon les sondages, paroissiens réels est de 50 000. C'est-à-dire qu'en fait, notre enseignement catholique est un vivier extraordinaire pour maintenir et continuer notre foi. Et donc, en fait, que le curé soit partie prenante dans un établissement catholique, vous allez me dire, ça serait normal.
Eh bien là, non, c'est pas forcément normal, Ah oui. ce n'est pas forcément le cas, on le sait, il n'y a pas forcément cette entraide, ou en tout cas ce soutien, mais là c'était le cas, et là je pense que c'est encore une fois, pour répondre à notre objectif, c'est encore une fois une puissance 2, Et c'est un c'est-à-dire qu'on est réseau. encore 2. Un réseau, ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nathalie Tretiakov, pardon. Je trouve que ces expériences-là sont extrêmement intéressantes. Bien sûr, en termes de développement de mixité sociale et de mise en réseau, mais je trouve que cette mise en réseau entre des établissements qui essayent de porter, en fait, pour un établissement qui essaye de porter 2 types de structures un peu différentes, permet vraiment aussi de s'enrichir mutuellement. C'est-à-dire qu'on pense un parcours du jeune non plus que par rapport à un établissement, mais par rapport à une offre différente, enfin, à une offre plurielle, dans des contextes alors, qui ne sont pas forcément très éloignés, on va dire géographiquement parlant, mais du coup, 2 équipes pédagogiques peuvent penser ensemble un parcours de jeunes, une aide, pourquoi pas passer d'une structure à une autre, c'est-à-dire qu'on pense plus parcours que lieu de scolarité. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et quand on parle de mixité sociale, Nathalie, c'est quelque chose d'assez vaste. Et quand je discutais avec les membres des OGEC ici présents, certains me disaient, oui, mais ce territoire-là, quand on parle de mixité sociale, est-ce qu'on parle de la même chose? Et est-ce que justement, il n'y aurait pas un travail commun à faire entre vous, que peut-être vous avez lancé justement pour essayer peut-être de redéfinir et que vous soyez en accord sur ce que veut dire ce mot pour vous, institution catholique? En tout cas, en ce moment, on y réfléchit beaucoup. Oui. Voilà. Je sais qu'il y a un rendez-vous bientôt et qu'on n'a pas le droit de tout dire. Oui. Non, on peut dire des choses. En tout cas, je trouve que la réflexion que ça nous permet d'engager, parce que nos établissements sont globalement plutôt mixtes, et sans doute plus mixtes que des établissements publics qui sont en fait liés par une carte scolaire et un lieu géographique un peu contraints à ne pas avoir une forte mixité, donc à se retrouver parfois avec effectivement beaucoup plus d'élèves défavorisés que chez nous. Alors, par contre, il ne faut pas se cacher les yeux. On a aussi des établissements pas mixtes non plus, et plutôt du coup accueillant des élèves de milieux favorisés. Je crois qu'en tout cas, c'est vraiment cette période est l'occasion pour nous de redéfinir ce qu'est la mixité sociale et surtout, qu'est-ce que serait une bonne mixité sociale pour le développement des apprentissages, du citoyen, etc. C'est-à-dire qu'il y a sans doute, dans l'idée de diversité, enfin moi j'en suis convaincue, c'est pas sans doute du coup, il y a vraiment cette idée d'un enrichissement mutuel, du gagnant, de la puissance. Alors là, c'est même pas 2, c'est beaucoup plus. Je crois vraiment qu'on s'enrichit de la différence. Voilà. Donc je pense que se questionner sur quel type de mixité, comment du coup on peut y travailler un peu plus finement, me paraît important. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que cette mixité sociale, ce n'est pas un but en soi. C'est pour faire de cette diversité un vrai levier et pour permettre qu'on s'améliore en mixité scolaire. C'est-à-dire que pour faire en sorte que nos élèves, tous, y compris ceux qui ont des difficultés, apprennent mieux. Et je pense que ça doit se faire au bénéfice de tous. Je ne suis pas sûre, même si on le sait bien que ça dépend beaucoup là, des méthodes pédagogiques, je ne pense pas que ça se fasse au détriment des meilleurs. Ça se fait obligatoirement, à mon avis, à l'amélioration des plus faibles. Voilà. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est réfléchir pour que ça se fasse pour le développement de tous, en fait. Et je pense qu'il y a moyen. Vous pensiez à un exemple en particulier ? Ah oui, je peux vous donner l'exemple. Pas rapidement, mais voilà. Par exemple, j'ai eu la chance d'aller visiter quelques établissements, et notamment un qui est à Soissons et qui a mis en place depuis 2-3 ans, je ne sais plus exactement, 2 ans, je crois que c'est sa deuxième rentrée, une classe relais, en fait, pour raccrocher des décrocheurs au moment de l'entrée en 6e, c'est-à-dire des élèves qui auraient décroché. Et on voit bien, alors ils sont dans un établissement à Soissons qui n'est pas un établissement d'une mixité défavorisée, on va dire, avec un IBS très bas, par exemple. Mais ils ont fait vraiment ce choix d'accueillir des élèves décrocheurs venus de la région. Voilà, pour les raccrocher. Et ils sont en fait dans ce système-là, avec des temps entre eux, c'est des petites unités, ils sont entre 12 et 15,
Et il y a des moments de la journée où ils rejoignent d'autres types de classes. Donc ils s'enrichissent mutuellement. Ça fait beaucoup de bien aussi aux autres classes d'accueillir ces élèves-là. Voilà. Et en fait, l'ambition de ce dispositif, c'est que progressivement, ils puissent récupérer le cursus normal, entrer en seconde, si possible général ou pas. D'ailleurs, c'est complètement débile ce que je viens de dire. Et dans leur établissement d'origine, quoi, en fait. Ils repartent ou accueillis indifféremment dans... La structure en elle-même a même des classes post-bac, donc c'est vrai que certains peuvent rester là, mais le dispositif est conçu dans le réseau diocésain. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir accueillir les élèves dans le réseau de l'enseignement catholique du diocèse. Voilà, donc c'est pensé pluriel, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais que l'inclusion, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Ça fait partie des axes de développement, selon vous, auxquels vous pensez quand on est au GEC, bien sûr. Oui, le développement, forcément. Parce qu'en fait, pour rebondir sur la mixité sociale, c'est un terme, c'est vrai, qui peut être qui est vague, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer. Nathalie vient de citer un exemple pour des enfants en difficulté. Je vais me permettre de citer un autre exemple très méconnu. Vous avez peut-être entendu parler des enfants atteints de dyspraxie, c'est-à-dire tous les enfants qu'on appelle, qui sont des troubles. Des troubles. Peu importe, trouble du calcul, trouble de l'orthographe, etc. Il y a à peu près, on dit grosso modo 500 000 enfants atteints de ces troubles en France. Et dans un établissement, le chef d'établissement, tout à l'heure, je vous parlais des relations qu'il y avait pu y avoir entre la direction diocésaine et un OGEC. Et là, je vais vous parler un peu des relations qu'il peut y avoir entre un chef d'établissement et l'OGEC. Le chef d'établissement a réfléchi sur ce problème et s'est rapproché de ce qu'on appelle les classes SEREN, c'est le centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant. Et les classes SEREN existent, mais sont des classes qui sont fermées, c'est-à-dire ne sont fermées mais ouvertes que à ces enfants atteints de ces troubles. Et là, la proposition qui a été faite par le chef d'établissement, c'était d'intégrer dans son établissement des enfants atteints de ces troubles. C'est-à-dire que c'est théoriquement 6e, 5e. Et donc, la proposition qui a été faite, c'est de pouvoir, dans son établissement, mettre une classe SEREN, ce qui permettait aux enfants qui sont un peu écartés de vivre dans l'établissement la même scolarité, entre guillemets, quand je parle de scolarité, que les autres enfants, c'est-à-dire le même encadrement pour dans l'établissement en question. Je vous avoue, c'était le mien. C'est pour ça que vous en parlez si bien. C'est pour ça que je peux en parler. Mais c'est un exemple, c'est quelque chose qu'on a créé en 2015. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils suivaient exactement la même chose, c'est-à-dire la même vie associative, la même vie, les mêmes repas. Ils n'étaient pas 25 dans un coin, non. Ils étaient avec une division complète de 150 élèves de 6e. Et c'était bien sûr des enseignants spécialisés qui étaient là, mais il y avait tout. Donc, bien entendu, le chef d'établissement, quand il a eu cette idée, s'est rapproché du président d'OGEC en lui soumettant cette idée, parce que ça avait une conséquence importante pour l'OGEC, financièrement, parce qu'on allait prêter des locaux, on allait prêter du personnel au GEC, on allait accepter dans nos voyages les séjours, etc. Et il fallait faire passer ce message. Ce message, on l'a passé. Le GEC a accepté, on en a parlé bien entendu avec l'appel, parce que les parents d'élèves étaient tout à fait concernés par ce problème. On en a parlé avec les enseignants, les éducateurs, et c'est quelque chose qui a vu jour. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, on a actuellement 2 classes, 6e, 5e, et la moitié à peu près des élèves qui font ce système, ce cursus, restent au sein de notre établissement. Et encore une fois, je prends un exemple, mais qui pourra vous être relayé dans la salle, puisque le chef d'établissement de cet établissement est dans la salle, Benoît Desforges, et il pourra vous répondre sur la réalité de cette mixité, qui est une mixité. Elle est humaine. C'est une mixité, je dirais, et c'est le but de l'enseignement catholique, puisqu'en fait, je dirais que ça rentre un peu dans notre pastorale. C'est une aide qu'on apporte. Et c'est encore une fois, ce qui est important, c'est notre direction, c'est l'enseignement catholique. Il ne faut jamais oublier et être fier d'être catholique, même si
avant tout, peut-être, on est fier d'être GEC, mais non, avant tout, on est fier d'être catholique. C'est indissociable. Et en fait, vous n'avez pas parlé de la Maison du Handicap, mais vous m'avez dit à quel point c'était important d'avoir aussi ce soutien-là, et que c'est aussi une façon, en s'intéressant comme ça à d'autres publics, en ayant cette vision d'inclusion, de mixité, etc., de s'ouvrir, je pense toujours à votre réseau, là, à d'autres structures en termes de financement, d'accompagnement, et donc, évidemment, d'engager de façon exponentielle un certain nombre d'idées. Vous parlez de la Maison du Handicap, le paiement, la grande partie en fait de la spécialisation ou de la spécialité des enseignants de la classe Sérène est prise en charge par la Maison du Handicap. Donc c'est un travail collaboratif complet. Complet. On a d'un côté notre gestion propre de GEC, de contribution des familles pour l'encadrement, etc. Mais on a également pour les parents, parce que comme vous le savez, les handicaps, hélas, coûtent cher, que c'est pris en charge par la maison des handicaps, mais également soutenu, encore une fois, je les cite pour la deuxième fois, par la Fondation Saint-Mathieu, qui participe également très fortement à ce projet, et que j'espère qu'il va se développer. Mais j'en parlais hier avec une directrice diocésaine région parisienne, c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est vraiment un travail commun, c'est un travail d'équipe il faut que le chef d'établissement et le GEC et les autres partenaires soient conscients, soient engagés, et voilà, mais ça marche. Ah ouais. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, ça ouvre des possibles, ça bouscule un petit peu dans la façon de faire. Nathalie, quand on en parlait, vous me disiez, mais moi je pensais aux classes Soleil, fameuses classes Soleil. Vous pouvez nous dire juste rapidement ce que c'est et justement l'appui de personnages. Tout à fait. Les classes Soleil sont en fait des classes pour élèves atteints de troubles autistiques. Et donc il y a eu l'association Personnage, qui est celle de Lino Ventura, déploie depuis quelque temps des aides pour établir ces classes-là dans les établissements. Par Hervé de Kerdrel, on a eu un contact en début d'année, et on a du coup mis en lien avec l'association Personnage plusieurs établissements. Donc sans doute peut-être des présidents d'OGEC de la salle ont été associés à ce travail-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ça nous invite à aller vers d'autres types de partenaires. Ça nous invite à répondre à des appels à projets. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas complètement dans notre culture, mais qui va devoir l'être de plus en plus, la réponse à appel à projets. Et donc moi j'ai été en contact avec Personnage qui cherchait, qui disait mais on est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir financièrement dans la mise en place, en tout cas des équipements. Ils s'occupent de l'organisation de la salle, des équipements, etc. Et donc ces établissements-là ont été en tout cas invités à se mettre en relation avec l'association pour déposer un dossier. Et j'ai pas pris le temps, enfin j'ai pas encore eu les retours de ceux pour lesquels ça aurait débouché, mais je pense que ça avait de grandes chances de déboucher, parce que j'ai trouvé une association qui était vraiment partante, qui en fait souffrait de ne pas être suffisamment connue, et qui, grâce à Hervé qui nous l'avait conseillé, nous a dit mais en fait on peut plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, donc on a cherché à déployer. Voilà, et si je peux me permettre de citer un autre exemple, oui. Je crois qu'aujourd'hui, cette ouverture vers des partenaires extérieurs, elle est importante parce qu'elle nous invite à découvrir des modalités dont nous n'avions pas forcément l'habitude. Et qui sont intéressantes. Et par exemple, il y a un exemple au Mans d'un dispositif d'autorégulation d'art, ça s'appelle comme ça, là aussi pour les élèves souffrant d'autisme. C'était dans le grand plan autisme qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, on ne sait pas encore si ça va être renouvelé, mais j'ai l'impression que ce dispositif-là va se poursuivre, et c'est un dispositif qui nous invite, nous établissements, à nous mettre en relation, alors évidemment avec la Maison du Handicap, mais aussi avec l'Agence régionale de santé, et il y a là une structuration, une organisation qui permet de travailler avec des partenaires différents, d'obtenir des financements et des soutiens différents, et de faire aussi entrer dans l'école des partenaires un peu différents. Et on sait aujourd'hui
dans l'évolution de l'inclusion. Hier, j'ouvrais la journée nationale pour les responsables d'éducation inclusive avec l'accueil de Charles Rozoy, qui est conseiller de la ministre déléguée au handicap, et qui nous disait qu'en fait, la vraie volonté était effectivement de passer de l'inclusion à l'école pour tous. Voilà, on est passé de l'intégration à l'inclusion à l'école pour tous. Et dans ce cadre-là, ils disent qu'il faut absolument que l'école s'ouvre, travaille aussi, et de la même façon dans les deux sens, hein, parce que c'est pas plus facile d'un côté que de l'autre, parce qu'on n'en a pas l'habitude, avec le médico-social. Et je crois que là, il y a des choses intéressantes à faire. Voilà, exactement. C'est partagé, si j'ai bien compris, par Jocelyn, et ce que je trouvais là, pour le coup, intéressant, un bel exemple, en tout cas pour revenir sur les classes soleil, d'un partenariat, d'une coopération, une idée qui vient des OGEC, et voilà, et c'est dans cette stimulation-là, dans cet éveil de chacun dans l'institution catholique, que c'est là que vous allez trouver le ferment de la créativité et sans doute de faire face à toutes les crises auxquelles vous êtes confrontés. Ouais. Et je dirais que je rebondis sur ce que tu as dit, c'est effectivement de la mixité. Travailler sur cette intégration du handicap, de la diversité, du besoin éducatif particulier, bien sûr, c'est de la diversité. Ok, bah écoutez, merci à tous les deux. Merci. On aurait pu aller sur l'apprentissage, autre sujet, mais vous aurez l'occasion d'en discuter probablement dans les ateliers ou cet après-midi. Merci à tous les deux, vous êtes prêtés à cet exercice. On peut les applaudir. Merci.